Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce lundi 21 novembre, un petit village gardois qui résiste aux géants de la restauration rapide. À Saint-Dionysie, hier, environ 150 habitants ont manifesté contre l'implantation d'un McDo. Alès et Nîmes créent l'un des premiers pôles métropolitains de France. Les deux agglos viennent d'officialiser cette union. Et puis le succès du Montpellier In-Game ce week-end, le salon du jeu vidéo a attiré 34 000 visiteurs, soit 3 fois plus que l'année dernière. Et à la fin de cette édition, on reviendra sur le week-end sportif avec notamment les footballeurs montpelliérains qui ont battu l'OM 1-0. Et on commence cette édition avec les images de cette manifestation des pompiers de l'Hérault cet après-midi devant la caserne de Vaillocès. Les hommes du feu très en colère, allant jusqu'à incendier le véhicule de leur chef, le colonel du service départemental d'incendie et de secours. Vendredi, les pompiers avaient déjà manifesté leur exaspération en bloquant notamment la gare de Montpellier pendant plus d'1 heure. Ils dénoncent le harcèlement dont ils seraient victimes de la part de leur encadrement. On les écoute au micro de Jean Brun. Le management du directeur départemental aujourd'hui est un gros problème. Il ne nous écoute pas. Il fait la départementalisation beaucoup trop vite. Il a voulu régler les problèmes du département en 1 an et demi, ce que l'ancien directeur n'avait pas pu résoudre en 15 ans. En touchant à nos acquis, en touchant à certaines choses qui aujourd'hui mettent les agents en colère, y compris les agents du SDIS qui aujourd'hui ont subi en plus la pression du président Gaudy. Aujourd'hui, nous ne voulons plus de cette gestion du directeur départemental. Nous voulons un pompier qui met des bottes et qui descend dans les centres. Voilà, quelqu'un qui va être près de la base. Et vendredi, une délégation des sapeurs-pompiers doit être reçue au Conseil général de l'Hérault. Saint-Dionysie dit non au McDo. Hier après-midi, environ 150 personnes ont manifesté contre le projet d'implantation d'un fast-food sur la commune gardoise. Depuis que le projet a été révélé en octobre, la jeunesse du village ne désarme pas. Pétition porte à porte et hier, donc, manifestation. Voyez le reportage d'Alain Belon. McDo, on ne veut pas. En périphérie de la commune de Saint-Dionysie, un terrain devrait accueillir un établissement d'une chaîne de restauration rapide. Mais là, les habitants et son maire n'en veulent pas. On veut mettre la pression pour vraiment montrer qu'on est déterminé à ne pas accepter ce type de restauration rapide sur notre commune. Je rappelle que Saint-Dionysie a 900 habitants et qu'il ne faut pas mettre la ville à la campagne. La jeunesse du village a aussi montré son opposition. On a mis en œuvre pas mal de nos jeunes sur le coup. Ils ont fait signer des pétitions à tous les habitants et qui ont répondu présent aujourd'hui. Pour la majorité, il y a peut-être 1 ou 2 jeunes dans le village qui sont pour et qui ne se prononcent pas, mais pour la majorité, on est contre et on se rend compte de toutes les nuisances que ça peut apporter et on n'en veut pas. Une situation qui pourrait toucher le commerce local. Je marche beaucoup avec les ouvriers qui viennent travailler dans le village, donc un autre point comme ça me porterait tort. Mais moi, c'est spécialement l'environnement qui me... On est tranquille, on est un petit village. Et on va créer une machine qui va couper 1, 2, 3 petits commerces du village. À quoi ça va rimer? À rien. 450 personnes ont signé la pétition. Elle sera remise prochainement en préfecture. Avant d'Argues, la grève des facteurs se durcit. Depuis plusieurs semaines, les syndicats SUT et CGT appellent à cesser le travail tous les samedis. Et depuis aujourd'hui, la grève est quotidienne. Les agents du centre courrier protestent contre la réorganisation de leurs services qui détériorerait leurs conditions de travail. La grève également à la clinique de la Lironde à Saint-Clément-de-Rivière. Le personnel soignant et administratif de l'établissement hospitalier était appelé à cesser le travail aujourd'hui. Les salariés du groupe Clinéa qui dénoncent un climat social de plus en plus tendu au sein de l'établissement. Au printemps 2010, les employés de la Lironde avaient massivement participé aux grèves des employés des cliniques privées et depuis, les conditions de travail ne se seraient pas améliorées, comme l'explique un délégué du personnel au micro de Jean Brun. Cet été, on assiste à vraiment une dégradation, c'est-à-dire les instances du personnel, le comité d'entreprise, les délégués du personnel, les représentants syndicaux ne sont plus pris au sérieux. On ne les écoute pas. On ne répond pas à leurs courriers, on ne répond pas à leurs demandes. Ils demandent des choses, on leur accorde, mais on ne le fait pas. Donc il y a une mépris comme ça, ce qui fait que les salariés, par leurs propres représentants, n'arrivent même pas à exprimer leurs difficultés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les salariés se mobilisent. Ils veulent faire intervenir les tutelles sur leur établissement, l'agence régionale de santé, pour lui dire, écoutez, comment voulez-vous que des soins puissent être faits de façon correcte dans un climat social aussi dégradé. Nous nous adressons aussi à l'inspection du travail qui va intervenir bientôt dans la clinique pour dénoncer toutes les irrégularités qui peuvent exister.
Alès et Nîmes créent un pôle métropolitain. Les deux agglomérations ont signé un accord créant ce nouvel ensemble hier en fin de semaine qui compte maintenant 43 communes. Il s'agira de l'un des premiers pôles métropolitains de France. La formule a été créée par la réforme des collectivités territoriales de décembre 2010. Les détails avec Pierre-Paul Castelli. Unir des moyens et des ambitions autour de grands projets de développement, sans pour autant fusionner, c'est ce que permet la nouvelle formule juridique des pôles métropolitains. Les agglomérations de Nîmes Métropole et du Grand Alès, 300 000 habitants au total, déjà associés depuis 2007, ont donc décidé vendredi 18 novembre 2011 de franchir une nouvelle étape dans leur union. Après 3 ans d'association Nîmes-Alès, on peut créer un pôle. Donc ce pôle va être créé aujourd'hui puisqu'on va signer cette convention et puis on va le mettre en place pour qu'on puisse dès l'an prochain travailler sur les différents dossiers sur lesquels on est avec Max Rostand. Donc je crois que c'est une belle opération puisque aujourd'hui la loi nous le permet. Ce pôle métropolitain va être l'un des premiers, si ce n'est le premier en France. Donc je crois qu'on peut être fier de cette collaboration avec Alès. Achever la 2x2 voies, valoriser la ligne ferroviaire ou encore déployer le très haut débit, les chantiers sont nombreux et coûteux. Le pôle métropolitain pourrait aider à trouver des financements. Ça rentre dans un projet européen où là, effectivement, on sera aidé par l'Europe sur des projets qui sont structurants. C'est-à-dire qu'ils n'intéressent pas qu'une collectivité. Ils intéressent un territoire. Donc à partir de là, l'Europe est partie prenante comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui et nous aidera financièrement. Donc ce sont de l'argent qui aujourd'hui ne viendrait pas sur ce territoire, qui va y venir du fait de la création de ce pôle métropolitain. Si certaines communes entre Nîmes et Alès boudent encore ce rapprochement, l'agglomération de Montpellier, elle, affiche clairement son intérêt. Cet ensemble Montpellier-Nîmes-Alès, Alès-Nîmes-Montpellier est fondamental pour l'évolution économique, sociale, aménagement de territoire, environnemental. En attendant de s'élargir, le pôle métropolitain Nîmes-Alès sera en préalable soumis aux 2 conseils communautaires début 2012. Le vicomte Amaury d'Harcourt, victime d'un malaise ce matin alors que s'est ouvert la 3e et dernière semaine du procès en appel de Jean-Michel Bissonnet devant la cour d'assises de l'Aude. L'homme d'affaires est accusé, je vous le rappelle, d'avoir commandité le meurtre de sa femme Bernadette, tuée à leur domicile de Castelnau-le-Lez en mars 2008. Le malaise du vicomte co-accusé dans l'affaire ne remet pas en cause la tenue du procès, même s'il refuse actuellement d'assister au débat. Le verdict est attendu vendredi soir. À Nages et Solorgues, la consternation prédomine. Le jeune homme mis en examen pour le meurtre d'Agnès en Haute-Loire a vécu dans ce village tout près de Nîmes. En août 2010, c'est ici qu'il aurait menacé et violé une jeune fille. Après 4 mois passés en détention provisoire, l'adolescent avait été placé sous contrôle judiciaire avec obligation d'intégrer un internat. Le garçon avait donc été scolarisé au collège-lycée de Chambon-sur-Lignon en attendant son procès. Et cet après-midi, le garde des Sceaux a réuni les parquets généraux de Nîmes et de Riom. Michel Mercier a ordonné l'ouverture d'une enquête pour établir s'il y a eu défaillance dans le suivi judiciaire de l'adolescent. De son côté, François Fillon a réuni les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de l'Éducation en fin d'après-midi. Le Premier ministre qui a déclaré que la prévention de la récidive devait être une priorité absolue pour l'État. Et à l'occasion de la journée des droits de l'enfant, hier à Nîmes, ils étaient plusieurs dizaines à manifester jusqu'à la préfecture pour dénoncer les violences faites aux plus jeunes. Une manifestation qui a pris une résonance particulière suite aux morts violentes d'Agnès, 13 ans, et d'Océane, 8 ans, tués à Bellegarde, dans le Gard. On écoute une maman indignée. Avec tout ce qui se passe en ce moment autour de nous, avec la petite Océane, la petite de 13 ans qui a été brûlée. Et de plus en plus, les enfants, c'est eux qu'on prend en otage et qu'on tue. Et maintenant, les récidivistes et tout, ça suffit. On en a ras-le-bol. Les gosses, en plus c'est la journée de l'enfant, les gosses maltraités, les bébés, dans les autres pays qui travaillent à l'âge de 7 ans, 6 ans dans les mines et tout ça, ça suffit les enfants. On espérait avoir plus de monde, mais bon, c'est pas grave. L'important c'est de l'avoir fait et on est très contente. Montpellier In-Game a attiré 34 000 visiteurs ce week-end au Quorum de Montpellier. Un franc succès donc pour la 2e édition du salon consacré aux jeux vidéo qui triple sa fréquentation par rapport à l'an passé. Dans les travées du salon, créateurs et éditeurs de jeux et gamers de toute génération. Et pour jouer chacun à ses préférences, du bon vieux joystick à la détection de mouvements, Olivier Brachard a testé pour vous. Au Montpellier In-Game, il y a d'abord les jeux version joystick. Un classique, le jeu de football. Près de 300 candidats participent aux qualifications régionales du championnat de France de foot virtuel sur la nouvelle PES 2012.
Le jeu est sorti en septembre, donc depuis septembre, il y a des entraînements, des tournois bénévoles, des tournois de sessions de training et bien sûr beaucoup de gens qui jouent chez eux via le online ou entre amis et ils viennent se retrouver sur la PES League pour s'affronter et mesurer leur niveau aux meilleurs joueurs français. Et pour ceux qui en ont marre du joystick, le téléphone peut aussi bien faire l'affaire. Cet AR drone, au coût de 300 €, est piloté par un téléphone nouvelle génération. Soit par un système sous Apple, soit par un système sous Android. Après, il suffit juste de télécharger une application, une connexion Wi-Fi avec le drone et ça permet de le piloter. Piloter un jeu sans aucune télécommande, seulement à l'aide de son corps, c'est l'avenir du jeu vidéo. Une caméra capte les mouvements et les reproduit à l'identique. Après un an d'existence, le système Kinect n'en est qu'à ses balbutiements. C'est une première génération qui capte les mouvements un petit peu en basse définition, mais on peut supposer que les prochaines générations feront ça avec beaucoup plus de précision et vont donner beaucoup plus de liberté aux joueurs. Donc plus de liberté, ça va vouloir dire plus d'immersion dans les jeux et des jeux de plus en plus sympathiques et de plus en plus abordables à tout le monde grâce à son corps. Depuis son apparition dans les années 70, le jeu vidéo n'en finit pas de nous surprendre. Et la frontière entre le réel et le virtuel est désormais très mince. Retour maintenant sur les résultats sportifs du Gard et de l'Hérault avec notamment la bonne opération des footballeurs montpelliérains. Le MHSC a battu l'Olympique de Marseille 1-0 à la Mosson et reste donc co-leader du championnat de Ligue 1. Le résumé de ce week-end sportif par Olivier Brachard. Un but contre son camp de Souleymane Diawara suffit au bonheur des Montpelliérains. Le MHSC ne s'était plus imposé face à Marseille depuis janvier 2010. Sous la pluie et sur une pelouse sacrément abîmée par le match du MHR en Coupe d'Europe, Giroud et ses coéquipiers ont dominé Marseille dans les duels. Le MHSC relègue l'OM à 12 points et occupe la première place du championnat ex-aequo avec le PSG. Le Petit Poucet n'a pas recréé l'exploit en Coupe de France après avoir éliminé Nîmes, équipe de nationale. Alès, qui évolue en DH, a subi la loi des Monégasques. L'AS Monaco s'est imposé 5-0 avec notamment 3 buts de la tête. En H-Cup, le coup n'est pas passé très loin pour Montpellier. À Bath, en Angleterre, le MHR s'est incliné 16-13, mené 13-0 après 20 minutes de jeu suite à 2 essais de Woodburn et Flatman. Les hommes des Ribéchus ont pris la mesure de Bath en conquête. Trinduc pour Priva, pour Bustos Moyano, essai montpelliérain. L'Argentin ramène l'espoir, mais le MHR échoue à 3 longueurs. Bonus défensif en poche tout de même. Handball, la déception du MHB. Les Montpelliérains s'inclinent chez l'Hongrois de Szeged, 38-35. Équipe compliquée à jouer chez elle, mais pas aussi forte que Copenhague ou Kiel, chez qui Montpellier s'était imposé il y a 6 semaines. Menés avant la pause, les Hongrois ont profité de la défaillance collective de la défense héroltaise en deuxième mi-temps. Prochain match en Ligue des Champions, le 4 décembre à l'Arena face à Kiel. Et on finit par la belle performance des Diables Rouges de Montpellier en rugby à 13. Une victoire 26-16 face à Limoux, finaliste s'il vous plaît du dernier championnat élite. Deuxième victoire pour les Montpelliérains en 5 rencontres de championnat. Et pour terminer ce journal, je vous propose quelques images de la finale du BOTY, le Battle of the Year 2011. La compétition de breakdance s'est achevée dans la nuit de samedi à dimanche à l'Arena de Montpellier. Devant près de 12 000 spectateurs, ce sont les danseurs parisiens de la Vagabond Crew qui l'ont emporté devant des équipes de Taïwan et des États-Unis. Cela faisait 5 ans qu'une équipe française n'avait pas remporté la compétition. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet tvsud.fr. Je vous donne rendez-vous demain 12h30 pour le journal de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud.